Bien, bonjour et bienvenue à tous. Merci d'avoir rejoint ce webinaire qui a pour thème Covid-19, une crise presque comme les autres, de nouvelles opportunités à saisir pour l'avenir. Ce webinaire est animé par Clotilde Marchetti, responsable de l'offre Risque Extrême au sein du cabinet Grant Thornton France. La présentation durera une vingtaine de minutes et sera suivie d'une dizaine de minutes pour répondre à vos éventuelles questions. Durant cette présentation, vous pouvez poser vos questions avec l'outil chat Converser qui se trouve en bas de votre écran et je les formulerai à Clotilde Marchetti à la fin de sa présentation. Si vous ne voyez pas correctement à l'écran les slides projetés, vous pouvez utiliser l'option d'affichage en haut de votre écran afin de le régler. Il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet et je laisse la parole à Clotilde Marchetti. Merci beaucoup Nicolas. Bienvenue à tous pour ce webinaire consacré du coup aux opportunités en lien avec la crise que nous traversons actuellement, donc la crise du Covid. J'aurais pu pour cette présentation effectivement revenir sur la notion de risque, hein, puisque comme vous le savez tous, notamment dans l'ISO 31000, on associe fortement la notion de risque avec celle d'opportunité. Toutefois, évidemment, pour rester vraiment dans la thématique qui a été choisie aujourd'hui avec Nicolas, nous allons effectivement bien nous centraliser sur la notion de crise. Donc, la crise, comme vous le savez, c'est à la fois donc, cette perception d'un danger, mais également aussi d'une opportunité. Alors, le danger, bon, je pense que chacun d'entre nous en fait, est bien conscient des menaces que nous avons subies au cours de ces dernières semaines, voire de ces derniers mois. Donc, à savoir d'abord un danger qui est un danger sanitaire, avec un risque qui était un risque fort de contagion, donc un risque qui exposant donc les personnes, mais également une deuxième nature de danger, c'est un danger qui est un danger économique et financier, essentiellement dû en fait aux restrictions de circulation liées notamment au confinement. Et donc, du coup, au regard donc, de cette définition donc, de la crise, danger plus opportunité, cette définition qui en fait, soulève plusieurs questions. Première question, est-ce que, et là je dirais c'est le côté un petit peu optimiste, est-ce que suite à ce passage, cette phase de danger, est-ce que toutes les entreprises bénéficieront-elles justement de ces opportunités? C'est un petit peu la question, après la mort, y a-t-il une vie derrière tout ça? Et puis deuxième question, faut-il aussi envisager cette succession danger plus opportunité de manière linéaire, voire chronologique, un petit peu de manière un peu historique? Donc c'est pour répondre d'abord à ces deux premières questions qu'on va, dans un premier temps, essayer justement de mieux mesurer en fait les enjeux liés à ces sujets. Alors, y aura-t-il des opportunités pour toutes les entreprises? Manifestement, ce n'est pas le cas. Là, vous voyez, donc, ne serait-ce que par rapport à une approche par secteur, on se rend bien compte que cette crise du Covid, en fait, permet d'identifier des gagnants, mais également des perdants. Parmi les secteurs notamment qui souffrent le plus, très clairement, c'est tout le secteur lié à l'automobile et notamment à tout l'écosystème autour de la construction automobile, avec notamment, comme vous le savez, aujourd'hui des fermetures d'usines. Dans le secteur du luxe également, on voit bien que la situation est compliquée, notamment parce qu'il y a un bassin de production très très fort qui est celui de l'Italie, qui a été complètement sinistré. De la même manière, notamment au regard justement de l'industrie du tourisme, on voit bien que les compagnies aériennes sont dans une situation critique et tout cela effectivement impacte le secteur. Il y a aussi des secteurs qui sont, je dirais, en situation qui sont un petit peu intermédiaires. On voit bien notamment sur le secteur technologique, donc qui est ici identifié à travers la flèche jaune. Le secteur des technologies, aujourd'hui, connaît donc un redémarrage un petit peu timide en Asie, mais bon, ça semble bien repartir. Après, si on considère effectivement la notion d'opportunité, ben, très clairement, il y a d'autres secteurs qui tirent fortement leur épingle du jeu. Bien évidemment, donc, tout le secteur de la grande distribution,
Pourquoi? Parce qu'au moment du confinement, on a vu une explosion des ventes, et notamment des ventes sur la partie alimentaire, avec cette peur qui est bien connue de la part des économistes, c'est la peur de la pénurie, la peur de manquer, qui a fait que, notamment sur la consommation des ménages, il y a eu en fait un besoin de stocker très important pour justement passer les prochaines semaines de confinement dans les meilleures conditions. Après, il y a également, donc, en lien avec le secteur de la grande distribution, il y a toute la partie logistique, toute la partie notamment transport. Et c'est la raison pour laquelle en fait, on n'a pas mis deux flèches pour démontrer justement la forte croissance liée à ce secteur. C'est simplement parce qu'il y a eu une certaine impréparation logistique liée à la discontinuité des ressources. Et puis, il y a un autre secteur qui, lui aussi, a bien tiré son épingle du jeu. C'est bien évidemment le secteur pharmaceutique, avec justement un redémarrage très, très fort, notamment des pays asiatiques, et le fait aussi que les stocks qui étaient suffisamment élevés ont permis justement d'éviter des ruptures. Donc, y aura-t-il des opportunités pour toutes les entreprises? Donc, clairement, à cette question-là, la réponse est évidemment non. Après, si on considère cette question de manière chronologique, et là je comprends effectivement que le besoin que chacun puisse avoir justement à la considérer de cette manière-là, de manière quasiment linéaire, c'est vrai que la plupart des observateurs en fait distinguent trois phases qui se sont succédées. La première phase, qui était la phase du tout début de l'année, et qui a été notamment celle justement où l'épidémie a commencé à se propager, et qui a notamment amené au milieu du mois de mars à prendre à cette décision qui était la décision du confinement. On était en phase qui était une phase de sidération. C'est-à-dire que très clairement, la crise pour laquelle on était confronté faisait bouger les lignes. Nous n'avions pas de repères. C'était vraiment la surprise totale. C'était comment ça, nous, c'était l'impression majeure qui s'est dégagée de tout ça. La deuxième phase qui suit généralement d'une phase de sidération, c'est la phase en fait qui va être liée aux incertitudes. Alors sur la partie incertitude, j'aurais pu illustrer cette deuxième phase avec notamment des L, des V, des U, des W. C'est en particulier la grande incertitude liée à la deuxième vague. Allons-nous être contraints à nouveau de reconfiner? Donc, très clairement, c'est cette phase qui nous occupe, et elle va sans doute nous occuper jusqu'à la rentrée. Et puis, il y a une troisième phase qui se dessine, et cette troisième phase, elle est bien évidemment pointillée. C'est ce que j'ai appelé le new normal. Donc, qu'est-ce que le new normal? C'est une situation, c'est pas le retour à la normale d'avant, mais c'est un normal qu'on va forcément réinventer, qu'on va forcément réajuster, qu'on va forcément reconstruire. Et d'ailleurs, à nouveau, c'est ce qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est comment justement construire quelque chose qui n'existe pas et qui aujourd'hui n'est pas tout à fait défini. Alors, si on devait un petit peu essayer de résumer ce que pourrait être ce normal, on se rend compte que suite à cet épisode du Covid, deux grandes valeurs émergent. La première, ça sera l'agilité, c'est-à-dire que les nouvelles opportunités qui seront à saisir, qui devront fixer le cap notamment du futur, ça sera l'agilité, et les démonstrations et finalement ce qui démontre et ce qui prouve finalement que cette agilité doit être le cap de ces futures entreprises, c'est très clairement réussir justement la transition et le développement du digital, de la culture numérique, réussir également cette notion de télétravail, c'est-à-dire réussir justement cette transition vers de nouvelles modes d'organisation où les collaborateurs sont davantage à distance et finalement parviennent à mieux gérer justement leurs activités, mais je dirais sans les contraintes qui étaient les contraintes liées au présentiel. Et cette agilité, on le voit également aussi à travers la proposition de nouvelles offres et qui vont être packagées pour justement répondre à de nouvelles attentes clients et des nouveaux besoins. Donc très clairement, que ce soit à travers justement cette notion du digital, du numérique, voire même parfois de l'intelligence artificielle,
qu'on voit également à travers justement le bien-être des collaborateurs en télétravail, la nouvelle réorganisation de leur temps dans ces nouvelles activités ou le repackaging des offres. On voit bien que la notion d'agilité, de créativité sont très clairement des nouvelles valeurs qui sont attendues dans ce monde du new normal. Et puis ce monde du new normal, il est également très fortement challengé avec la notion de proximité. Donc la proximité, c'est quoi? C'est justement c'est une réinvention de la relation client. Comment est-ce que je m'occupe mieux de mon client? Alors le client, c'est plus forcément un parcours client, mais c'est peut-être une relation qui est à renouveler avec ses clients. Peut-être qu'il y a des clients privilégiés qu'il faut mieux gérer, dont il faut mieux s'occuper. Cette notion de proximité, on le voit également à travers la notion de filière locale et voire de réindustrialisation. Donc les Français notamment ont redécouvert en particulier tout ce qui est toutes les entreprises locales, toutes les petites entreprises de proximité qui étaient de nature effectivement à répondre mieux à leurs besoins. Et on l'a vu aussi notamment à travers le débat autour des équipements de protection individuelle que sont les masques, aussi toute l'importance effectivement qu'il y avait à réindustrialiser certains produits majeurs pour notre économie. Et puis cette notion de proximité, évidemment, elle est tout à fait aussi en phase avec les nouveaux enjeux environnementaux. Donc, on voit très clairement en fait, que ce new normal, en fait, il est à réinventer autour de ces deux grandes valeurs. Donc ça, c'est au regard justement des différents retours qu'on peut avoir, notamment dans les médias, mais aussi à travers les différents clients de Grant Thornton, on voit très clairement en fait, ces aspects, ces enjeux qui apparaissent. Pour autant, la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que quelque part, ce new normal ne se constituerait pas finalement une obligation, voire une injonction, quelque part, à se réinventer? Parce que, mine de rien, en fait, en filigrane, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il va y avoir à gérer, à travers tout ça, une contradiction qui est une contradiction fondamentale. D'une part, le plus d'humain, mais aussi plus de machines, c'est-à-dire que l'accent qui va être placé sur la relation humaine et le fait de dire, suite au Covid, l'important, ce sont les collaborateurs, l'important, c'est leur bien-être au travail, l'important, c'est leur capacité, effectivement, à mieux générer de la productivité grâce, justement, à leur implication et le fait que ce soit la force vive de l'entreprise. Mais d'un autre côté, la notion de créativité, d'agilité, etc., elle est aussi portée par la machine. Donc, cette contradiction plus d'humain mais plus de machine, il va falloir aussi la gérer dans ce nouveau dogme du new normal. Autre difficulté qu'il va falloir aussi gérer de la meilleure façon possible, c'est le plus de local, mais avec du global. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir justement favoriser, privilégier ces petites entreprises de proximité avec malgré tout la réalité économique qui est que le global et que parfois effectivement la gestion des coûts fait que parfois la production réalisée en Asie, malgré tout, effectivement, est parfois un petit peu moins chère. Et donc, du coup, ces premiers constats, en fait, nous amènent en fait, à nous interroger fondamentalement et collectivement sur, justement, sur ces injonctions qui, finalement, semblent s'imposer de plus en plus. Hein, et ce sont des demandes à la fois des collaborateurs, c'est aussi des demandes de la part des clients. C'est-à-dire que on ne sait pas finalement ce que sera le new normal, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a une réflexion qui est lancée en tout cas pour parvenir justement à cette cible du new normal et pour pouvoir démontrer justement qu'on est en capacité de réinventer et de revisiter finalement à la fois ses productions, ses process, etc. Et donc, du coup, ça peut être malgré tout quand même une forme d'erreur. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, je voulais vous proposer une alternative, en fait, au new normal. Cette alternative, en fait, elle nous vient de grands sociologues des organisations qui constatent dans un premier temps que bien souvent, les entités, les organismes, que ce soit des organismes privés ou bien que ce soit des organismes publics, même s'ils eux-mêmes étaient plutôt spécialisés sur la description l'analyse des administrations, eh bien, forcément, il y a toujours en fait, une phase de croissance quand vous êtes de croissance ou de conquête en fonction du secteur dans lequel, marchand ou non marchand, dans lequel vous appartenez. Et puis, structurellement, il y a toujours en fait une phase qui va être une phase de lock-in, c'est-à-dire une phase de verrouillage systémique en fait, qui va être la consolidation bureaucratique.
C'est-à-dire que chaque phase de croissance, en fait, est systématiquement, se succède systématiquement en fait, une phase dans laquelle il va y avoir cette consolidation des acquis, consolidation bureaucratique, un peu administrative. On est dans la gestion de la croissance et finalement il ne se passe plus rien. C'est-à-dire que l'entreprise ou l'organisme va devenir relativement rétif ou réticent à des innovations qui vont être des innovations soit organisationnelles, soit technologiques. Et donc, au regard de cela, effectivement, ces organismes vont être forcément très, très vulnérables à des crises et à des situations qui seront disruptives. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, ces situations disruptives, ces crises, vont obliger les organisations à mettre en œuvre des réorganisations qui s'appellent des réorganisations créatrices pour justement permettre le retour en fait, à la phase qui était la phase du départ, qui était la phase de la conquête. Ça, ce point-là est très, très important et il touche notamment tous les systèmes qui sont les systèmes à la fois complexes et interdépendants qui sont justement d'autant plus fragiles en fait, aux situations de crise. Et donc, pour ces deux grands auteurs que sont Crozier et Friedberg, qui, dès 1977, en fait, avaient observé et avaient constaté en fait, que tout apprentissage requiert une rupture, tout changement véritable signifie crise pour ceux qui le vivent. Mais aucun apprentissage ne peut s'effectuer dans le cadre d'une évolution graduelle, harmonieuse. Donc, ce que disent en fait, les auteurs, c'est très clairement en fait, que les organisations, quelque part, ont besoin des crises pour se réinventer, très clairement, mais que cette réinvention, en fait, s'appuie essentiellement sur la logique qui sera la logique d'apprentissage. Et donc, la proposition en fait, que l'on vous fait donc, à travers cette présentation, c'est vous dire que le retour d'expérience, c'est-à-dire cette capitalisation du vécu, donc le retour d'expérience permet de comprendre à partir du vécu de l'organisation et à partir de la manière dont elle a géré justement la crise, notamment la crise du Covid, permet justement d'identifier ces futurs axes d'amélioration pour justement définir cette situation cible qui sera celle qui sera attendue dans le cadre justement de l'après. Donc l'opportunité, pour répondre à cette question, l'opportunité en fait, elle réside essentiellement dans la capacité des entités qui réalisent leur retour d'expérience en fait à absorber les chocs en enrichissant leurs atouts internes grâce à l'apprentissage et grâce à l'auto-organisation. Et par rapport à ça, peut-être que le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est sans doute l'expérience en fait, de Playmobil, qui en fait était une marque allemande qui a été en fait impactée de plein fouet par le choc pétrolier dans les années 70. Donc à l'époque, c'était déjà en fait une société qui était spécialisée dans les jouets et qui était spécialisée en fait dans des jouets de grosses dimensions, qui faisaient des caisses enregistreuses, des avions, plein de choses comme ça, mais étaient quand même des produits qui étaient des produits en plastique qui étaient assez volumineux. Et en fait, leurs atouts internes, c'était très clairement leur savoir-faire et leur compréhension justement du besoin de leurs clients, c'est-à-dire les enfants. Et aussi le constat qui était de dire, suite au choc pétrolier, finalement, le pétrole devient de plus en plus cher et donc il va falloir qu'on réajuste nos produits, et notamment par rapport justement à ces nouveaux enjeux. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée justement de créer de toutes petites figurines, toutes petites, pour à la fois faire des optimisations de coûts, mais aussi et ce qui leur permet aussi de répondre en fait à de nouvelles attentes des enfants. Et donc, ça a été leur grand succès, justement. Et cette stratégie, elle a été justement, elle s'est appuyée justement par cette notion d'apprentissage et d'auto-organisation, ce qui leur a permis justement de passer ce cap avec beaucoup de succès. Alors, le rétex, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on met en place un retour d'expérience? Avec qui? Etc. Donc ça, sur cette partie-là, on voit que le retour d'expérience va s'appuyer sur un certain nombre d'outils
qui vont permettre justement de faire remonter un maximum d'informations. Et ce qui est important dans le retour d'expérience, c'est justement de pouvoir s'appuyer sur un corpus très, très varié. C'est-à-dire que ce soit des entretiens individualisés, c'est la raison pour laquelle cet apprentissage il est important, c'est-à-dire c'est cette notion de on se rapproche en fait de toutes les strates hiérarchiques de l'entreprise, on prend effectivement la température à tous les niveaux pour avoir une bonne visibilité des ressentis de chacun au regard de la crise. On s'intéresse aussi bien évidemment aux données qu'on aura pu collecter dans les systèmes d'information. On intègre également toutes les communications à la fois internes et externes. On se rapproche aussi de la vision stratégique de l'organisme et on aura bien évidemment les retours à chaud suite à la crise. Et à partir de cela, en fait, on va pouvoir dresser ce qui est en fait l'outil méthodologique central dans une vision de retour d'expérience, ça va être le chronogramme. Et l'intérêt du chronogramme, c'est qu'il va permettre justement de séquencer à la fois les faits, les prises de décision, et il va pouvoir aussi déterminer aussi par rapport aux axes des forces et des faiblesses, justement les bonnes options qui ont été prises pour justement mieux apprendre justement à la fois des dysfonctionnements observés et aussi des choix stratégiques qui pourront être faits à l'avenir. Et donc, ce retour d'expérience permet une restitution collective autour à la fois des risques et bien évidemment des opportunités. Et cette restitution collective, elle est très importante parce qu'elle va permettre justement de bien identifier les opportunités concrètes à court et à moyen terme. Et elle va notamment, à travers cette notion de restitution, elle va notamment donner une très large part en fait, à la notion de conduite du changement, puisqu'en fait, c'est un des points justement majeurs quand on conduit un retour d'expérience, c'est justement cette notion de bienveillance et d'écoute qu'on va pouvoir apporter à cet outil pour justement favoriser toutes les chances de succès. Et donc, quand on réalise donc un retour d'expérience, cette notion de portage est très importante, cadrer justement le retour d'expérience, définir justement toute la documentation et toute l'information qui sera nécessaire, produire justement des logiques d'adhésion, c'est-à-dire qu'un retour d'expérience est de base délibérément bienveillant dans son approche. Ensuite, proposer des recommandations sur la base des forces et des faiblesses identifiées, diffuser et rendre le plus public possible à la fois les forces et les faiblesses, mais aussi les recommandations pour travailler ensemble sur les voies stratégiques qui seront à réaliser après. Et ensuite, effectivement, opérer un suivi. Et justement, ce qui distingue cette notion de retour d'expérience par rapport à d'autres manières finalement d'évaluer et justement d'évaluer ce qui peut s'être passé, je pense notamment par rapport à l'audit interne par exemple, c'est justement cette notion de communication, de conduite du changement et cette notion aussi d'apprentissage. Je dirais que nous, pour être souvent intervenus pour nos clients dans des approches de rétex, on ne nous choisissait pas parce qu'on était des spécialistes du sujet, parce qu'on a pu intervenir pour des retours d'expérience dans des secteurs très scientifiques, très épidémiologiques, etc. Donc, vraiment dans une partie très santé très, très, très forte, ou des aspects plutôt militaires, par exemple. Mais c'est vraiment plutôt sur des aspects autour de comment est-ce qu'on gère cette adhésion, cette diffusion, cette bienveillance autour des conclusions du rétex, et surtout s'assurer qu'après, le rétex sera quelque chose d'utile et qui sera totalement intégré dans la stratégie de l'entreprise. Là, je vois que je suis en train de dépasser le temps qui m'était imparti. Donc, juste pour conclure très rapidement, là, ce qu'on voit effectivement au sein des organismes, c'est qu'on observe finalement aujourd'hui une tension, notamment entre certains collaborateurs qui ne veulent pas revenir au travail selon les modalités de l'avant, des directions qui sentent aujourd'hui qu'il y a une sorte de reprise qui arrive et qu'il y a un rebond et qui ne veulent pas le laisser passer parce qu'ils craignent effectivement sur du plus long terme une récession qui pourrait être profonde. Et donc, du coup, comment gérer cette tension? Eh bien, très clairement, pour nous, le retour d'expérience, c'est aussi l'outil à travers cette notion d'opportunité à saisir et justement notamment à consolider. C'est justement le moyen justement de vous permettre d'aller au-delà et de vous permettre de passer ce cap. Voilà, Nicolas.
Très bien, merci Clotilde pour cette présentation toujours riche en enseignements. Alors, j'ai reçu quelques questions de la part des personnes qui vous ont suivi. Je vais sans perdre un instant vous en formuler quelques-unes. Pendant ce temps, vous pouvez bien évidemment continuer à en poser via le chat et Clotilde tentera d'y répondre également. Alors, première question, comment faire si la direction générale ne souhaite pas faire de rétex? Donc ça, effectivement, c'est une question qui est compliquée puisqu'effectivement, le retour d'expérience, il est fondamentalement, il doit être porté par la direction générale. C'est un, puis on est vraiment sur une approche stratégique, c'est comment faire évoluer l'organisation et apprendre de ses erreurs et apprendre justement et collectivement partager pour identifier les cibles stratégiques. Si la direction générale, effectivement, est un peu réticente à ça, parfois ça peut être parce que ce qui peut peut-être la rendre un peu rétive, ça peut être le fait que les conclusions du rétex sont diffusées et sont collectivement partagées, en fait. J'aurais peut-être dû vous le dire en introduction, mais le retour d'expérience, en fait, c'est une technique qui nous vient de la sécurité civile. C'est les pompiers qui font des retours d'expérience en fait suite à chaque intervention qui se passe bien ou qui se passe pas bien. En fait, ils font des retours d'expérience pour justement apprendre des erreurs. Et tout l'intérêt du rétex, c'est de se dire aussi la crise qu'on observe, c'est une crise qui est extrême, c'est-à-dire qu'il y a une très faible probabilité, mais des impacts très très lourds. On n'a pas si souvent finalement l'occasion de se poser et d'analyser collectivement ensemble comment ça s'est passé pour après effectivement s'aligner et proposer des solutions communes. Donc par rapport à votre direction générale qui pourrait être active, vous avez effectivement un premier travail effectivement de conduite du changement à avoir vis-à-vis d'elle pour la convaincre. Et pour lui dire que c'est essentiel à son niveau pour justement avancer collectivement. Et que ça la dédouanera aussi peut-être de certains risques qui seraient de proposer des options en solitaire par rapport justement à la suite. Très bien, merci beaucoup. Alors, j'ai en fait une autre question, c'est en quoi le rétex va-t-il aider les entreprises à éviter des cessations de paiement? Des cessations de paiement non, je pense pas que le rétex vous permettra d'éviter une cessation de paiement, malheureusement. Et puis, alors, une autre question, c'est peut-on, alors Mélanie qui nous demande, peut-on revenir sur la notion de recours? Alors, je ne sais pas vraiment, voilà. Les recours, c'est recommandations, Oui, préconisations. mais quelles sont justement les attentes de Mélanie sur ce retour, les précisions? Peut-on revenir sur la notion de recours? Alors, une fois que vous avez identifié donc vos forces et vos faiblesses, au regard des différentes faiblesses que vous avez pu identifier, vous allez mettre en œuvre un certain nombre de réponses aux dysfonctionnements constatés pour justement essayer d'y répondre, mais c'est d'y répondre à l'avenir. Et donc, la recommandation, en fait, ensuite, va être déclinée, notamment dans un plan d'action qui, lui, sera justement au centre du suivi qui sera apporté après. Mais les recommandations, c'est là où c'est intéressant, c'est que les recommandations, elles sont bien souvent, dans les entretiens qu'on réalise, on demande aux personnes d'imaginer elles-mêmes les recommandations qu'elles pourraient apporter. La recommandation, elle peut venir de nous qui sommes externes, mais elle vient bien souvent aussi de la part des personnes au sein de l'entreprise. Et c'est justement faire émerger ces recommandations qui est intéressant parce qu'en fait, c'est là où il y a la part de discussion et la part d'échange est très importante dans le rétex. J'espère que j'ai répondu à Mélanie. D'accord. Alors, justement, oui, merci pour ces précisions sur l'intérêt de recours. Voilà la réponse en direct. Alors, on va prendre une dernière question qui est combien de temps faut-il réserver pour faire ce rétex? Combien de temps faut-il réserver? Oui, enfin, combien de temps faut-il, j'imagine, pour faire ce Oui, rétex? d'accord. Alors, pour ces rétex, en fait, tout va dépendre du périmètre que vous allez vous donner, en fait. Est-ce que vous voulez faire est-ce que c'est un rétex global d'entreprise? Enfin, c'est plutôt comme ça que j'ai
qu'on a construit en fait cette présentation. Et parfois, chez certains de mes clients qui nous demandent des rétextes qui sont des rétextes sur un périmètre donné, par exemple. Par exemple, sur un système d'information qui a bugué, sur un gros projet qui a duré des années et qui se limite à ça. Et sur le retour d'expérience post-Covid, là aujourd'hui, les missions qui nous sont confiées, c'est plutôt en fait, ça dure 3 mois maximum en fait. D'accord. Alors, on fait passer in extremis une dernière question. Alors, est-ce qu'un questionnaire distribué aux salariés est envisageable pour prendre la température à chaque niveau? Oui, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Et après, en fait, tout va dépendre de la manière dont vous allez réussir à consolider les réponses et vous allez les traiter. C'est une première approche, mais après, elle ne vous, comment dire, enfin, la méthode par entretien, enfin, tout dépend aussi de la taille de l'organisme dont on parle, mais la méthode par entretien vous permettra d'avoir des éléments qualitatifs plus importants. Mais un questionnaire, effectivement, c'est une première base. En fait, on peut faire questionnaire et entretien. D'accord. Alors, donc malheureusement, donc le temps qui nous était imparti est déjà écoulé. Nous serions bien évidemment bien restés ensemble pour continuer cet échange. Rassurez-vous, le webinaire a été enregistré et sera disponible dès aujourd'hui sur parcourscroisé.com. Les questions que vous avez formulées qui n'ont pas pu être traitées seront transmises à Clotilde Marchetti. Elle y répondra aussi vite que possible à la suite de l'article présentant l'enregistrement du webinaire. Je vous remercie pour avoir suivi cette présentation. Je remercie bien évidemment Clotilde Marchetti pour ses précieux conseils. Et n'oubliez pas, les échanges se poursuivent sur Parcours Croisé. À bientôt à tous.